Petit moment que j'avais pas stream, mais du coup, bah, là, on va tester ce matin. Un petit peu de contenu qui peut être sympa, je pense. Je rebaisse un peu la musique. On va lire un peu du manuel, on va se former. Je vais pas beaucoup parler, mais n'hésitez pas à intervenir si besoin. Le but, c'est vraiment que on apprenne des trucs. Ah, Gavin, apprendre de chaque pièce. Ok, d'accord. Description de chaque pièce en fait connaître les détails, les rôles essentiels. Ok, ça c'est l'objectif. Les planches hors texte exécutées à un échelle sont encartées au moment opportun pour information. Oui, ok. Trois de ces planches montrant différents aspects du montre et de ses mécanismes. Ah, très bien. Ok, donc déjà là, dans les termes, on apprend des choses. Là, on a le pont et la platine. Mais le pont, est-ce que c'est ce trait ou est-ce que c'est le fond? C'est pas clair pour moi. Bon, on va voir. On va avancer, puis si besoin, on remontera, hein. C'est toujours. Ok, donc ça, c'est la face, ouais. Une fois qu'on a enlevé le cadran. Ces mouvements-là, vous les avez déjà vus sur le stream, on en a déjà démonté de ce type-là. Si dans le manuel, il pouvait expliquer pourquoi il y a ces petits picots sur certaines balances et pas sur d'autres, je suis preneur. Je pense que c'est pour augmenter le poids. Mais donc, déjà là, on a des termes là. Pont de barillet. Alors, ça veut dire que le barillet, c'est la partie qui nous sert à remonter le, le ressort principal. Là-dessous, là, ça, c'est le ressort principal. Le pont de barillet, ils ont juste enlevé ce gros rouage. Et c'est ce qui est dessous. Ok, le pont de barillet. Quand on enlève les ponts. Donc ça s'appelle des ponts, ces grosses parties qui viennent par-dessus. Quand on enlève les ponts, effectivement, on retrouve nos classiques 4 rouages standards. Salut Lilou! On retrouve nos 4 rouages standards. Écoute, ça va, on reprend un peu le stream. Un peu d'intercontrat en ce moment, donc on en profite. On va, Oh, merci, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Donc ouais, bah écoute, un peu d'interco, donc on va profiter dans les prochains jours. Il devrait y avoir quelques streams. J'ai trouvé un manuel aussi d'horlogerie, donc bah voilà, on fait d'une pierre deux coups. Ça va niveau musique, le son pas trop fort par rapport à ma voix. Je pense que je l'ai réglé de sorte qu'on entende quand même la musique, mais que ce soit pas trop chiant à entendre. Alors, donc on a nos ponts, hein, là on disait. On a nos ponts. Quand on enlève tous les ponts, on se retrouve sur la galère habituelle pour déborder. Trop de taf. Nickel, le volume sonore, parfait ça. Balancier, pont. Ok, ils sont pas emmerdés, hein. Il y a le pont de balancier. C'est le pont du nom qui est en dessous. Donc pont de rouage, ça veut dire que ça doit être les rouages. Ouais. Pont d'encre, pas de problème puisque l'encre, ça je le sais, c'est ça l'encre. À la forme d'une encre de toute façon. Balancier, donc le pont de balancier. Et pont de barillet, donc ça dessous c'est le barillet. Ou barillet, je sais pas, non, barillet, barillet, bonne question. Oh la vache, j'ai moyen de faire une rotation sur ce truc-là, là. Ah, magnifique. Là, on a tous les noms, là. C'est marrant, il y a une espèce de filtre gris pour vous. Moi, c'est beaucoup plus clair chez moi, mais je crois que c'est le navigateur qui fait ça, il casse les couilles, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, là, on a du lourd, là. Organe moteur, donc, organe moteur, barillet, oui, c'est ça, c'est... Moi, j'appelais ça le maître ressort, mais non, ça s'appelle un barillet. Bon, très bien. Mon remontage, c'est un rochet et une roue de couronne. Pignon de remontoir, pas de problème. Non, la roue de couronne, c'est celle-là, et le rochet, c'est celui-là. Ok, il y a les flèches. Pas se tromper. Euh, Durée de marche en heure, ouais.
Alors attends, oula, oula, oula. Là, il y a du lourd, là. Si B, c'est quoi B? Est-ce qu'on voit le B? Quelqu'un voit B? B fois nombre de tours d'armage égale durée de marche en heure. Ok, mais B, c'est quoi? Est-ce que j'ai raté B quelque part? Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y ait... Oui, non, là, après, ça tournait, mais... Est-ce que B, ça serait le barillet? Non, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que c'est que B? Bon, on verra si on le trouve un peu plus tard. On va continuer à lire, mais... En tout cas, on peut calculer le nombre de la durée de marche en heure. Nombre de tours d'armage. Nombre de tours. C'est-à-dire que B, ça représente une durée en heure. Enfin, parce que nombre de tours, ça veut dire que tu arrives à convertir du nombre de tours en heures. Donc c'est des tours par heure. B, c'est des tours par heure. Donc c'est la vitesse de décompression du barillet. Puisque si tu multiplies ça par un nombre de tours, ça te donne des heures. Donc c'est des tours par heure. Et comme on a un nombre de tours, bah, nombre de tours fois tour par heure égale heure. Donc B, c'est... Ok, donc c'est une propriété, ça veut dire que c'est une propriété du barillet. Ça marche. R et MH. Rotation et mouvement heure. Je sais pas. Renvoi, roue de minuterie. Chut, on peut pas dire ça, on peut pas dire ça, Lilou. Mais oui, depuis hier soir. Ça y est. Je suis... Dobby est un elfe libre depuis hier soir, 17h. 18 mois de projet, c'était intense. C'est une des raisons pour lesquelles il y avait plus de live aussi, hein. J'avais pas tellement d'énergie à dépenser là-dedans. Oui, là je me sens, je suis en vacances là. C'est un truc de fou. Surtout que derrière, il y a plein de choses qui se passent côté perso, qui sont excellentes. Hier, j'ai eu une des meilleures journées de ma vie depuis très longtemps. Ça se compte en années, hein. J'ai eu tellement de bonnes nouvelles, tellement de trucs, c'était trop cool. Avec en plus la fin de mission et tout, enfin c'était incroyable. Ça continue là, ça va être trop bien. Ça va être trop bien les jours. Oh, salut, salut Mitch. Je ne dirais pas. C'est quel. Attends, mais. Ah non, ça va, c'est fin d'après-midi chez toi là. Ouais, ouais, ouais. Bah, dans les bonnes news, Mitch, tu sais de quoi je parle. C'est excellent. Ce qui fait que jeudi d'ailleurs, jeudi, Bocuse. Voilà, jeudi midi, ça sera Bocuse. Pour fêter un peu tout ça, ça sera très très cool. Et ça fait plaisir. Je peux pas encore en parler malheureusement, mais on verra. Oh punaise, cette musique. Je la laisse, j'assume. Ça va me tuer, je vais pas réussir à me concentrer de toute la musique. Ouais, ça fait trop plaisir, Lilo. En vrai, c'est un truc de fou. Quand t'as autant de bonnes nouvelles comme ça qui débarquent, presque tu te dis, va se taper une saloperie dans un moment. C'est bizarre. Mais non, trop trop cool. Alors, on va avoir une minuterie. Les renvois, donc les renvois, ça va vraiment permettre de passer le mouvement. Puisque ça, en soi, ça sert à rien. Si je me trompe pas, tout ce schéma-là, là, toute cette partie-là, elle sert uniquement à remonter le mouvement, mais en soi, elle alimente pas du tout le fait de faire tourner les aiguilles. Elle sert à rien. Ça, c'est le moteur. Ensuite, ça, c'est la démultiplication pour que les aiguilles tournent au bon rythme. Et ça, c'est pour éviter que le moteur s'éloigne trop. Donc ça, c'est ce qui va donner la régularité au moteur. Ouais, ça rattrape ces mois derniers, exactement. Qui était pas très rigolo. Et puis, bah voilà, là, on rentre dans une autre... Il y a tellement de trucs. Bah, un des trucs, ça, je peux en parler. Quand je bossais pour ma mission précédente, le, le client pour qui je travaillais avait un prestat, fournisseur d'outils.
avec qui je me suis très bien entendu. J'ai bossé pendant 18 mois avec eux sur leur outil, comment l'utiliser. Ils nous ont fait des sessions techniques aussi pour savoir comment utiliser leur API et ce genre de choses. Et bah, ça se passe tellement bien qu'au final, j'ai été invité sur un salon pour bosser avec eux, enfin pour faire une petite table ronde, participer, parler de leur outil un peu. Ce qui était très bien, hein. Leur outil, moi, je l'ai trouvé très bien. Et eux, ils étaient très performants, très efficaces dans leur réponse. Donc j'y suis allé avec grand plaisir. Ça me faisait une journée un peu off aussi, c'était cool. Et puis finalement, bah, ils ont été très contents de mon intervention. Je suis reparti avec des petits goodies. Ils m'ont payé le trajet, évidemment, l'hôtel aussi, parce que c'était pendant les gros mouvements de grève, donc mon train a été annulé. Et puis là, bah, finalement, ils m'ont abonné à. Je vais recevoir 2 bouteilles de vin rouge par mois pendant un moment. Ils m'ont abonné en cadeau, merci, c'est cool. Et là, ils vont m'envoyer aussi un carton de goodies, a priori. Et enfin voilà, ce genre de van à 2 balles, c'est très drôle. Parce que quand je suis reparti, j'ai pris des goodies. Il y avait, vous savez, le petit truc pour cacher la caméra la webcam du PC portable. Il y avait bah, le même truc qu'à ton mariage, Lilou, pour le café. Un petit gobelet avec un capuchon, mais plastique, avec le nom de la boîte marqué dessus. Stylo, enfin, petite balle en mousse, des conneries comme ça. Et il y avait des chaussettes. Et j'ai pas pris les chaussettes. Je me suis dit, non, chaussettes, je vais pas prendre, c'est abusé. Puis en rentrant, j'en parle à ma copine et elle me fait, quoi? T'as pas pris les chaussettes? Me fait engueuler parce que j'ai pas pris les chaussettes. Du coup, j'ai reçu un petit message après de l'organisateur du salon qui me dit, bon, c'était cool que tu sois venu, j'espère que ça s'est bien passé, ton retour, tout va bien et tout. Je dis, bah tout va bien, oui et non. Je me fais pourrir par ma copine parce que j'ai pas pris les chaussettes. Je fais, oh, donne-moi ton adresse. Donc bah je suis allé à fond dans la blague, j'ai donné mon adresse. Il me dit, dès que je rentre à Londres, c'est bon, je t'envoie ça. Et quelques temps après, j'ai refait une réunion avec eux, mais il n'y avait pas ce mec-là. Il y avait d'autres, un commercial, le responsable du client, etc. Ils disent, on a entendu parler de ton histoire de chaussettes, on va te faire un petit carton. Donc bah voilà, enfin, c'est très con, je sais pas ce qu'il y aura dans le carton, j'imagine qu'ils vont bourrer tous les goodies qu'ils ont, mais je trouve ça très drôle. Fallait prendre les chaussettes, mais je vais les recevoir, donc je vais les recevoir. Ça. Tu vois, finalement, j'ai bien fait de pas les prendre, parce que je vais peut-être avoir du bonus avec. Allez, continuons un peu. Donc là, ok, ce schéma-là, je pense que je vais me l'imprimer. Je vais peut-être même On fera peut-être une session où je me le grave au laser, ça. Je me le mettrai en décor là derrière, ça peut être marrant. Mais ça, ouais, je pense que c'est un bon truc à graver au laser sur une grosse plaque, parce qu'il y a vachement d'infos dessus. Alors, sans insister sur le bracelet ou la chaîne, on s'en fout clairement, le bracelet ou la chaîne. La boîte, le boîtier, ils appellent ça la boîte, ouais. Montre, mouvement, boîte, ouais, ok. Donc une montre égale un mouvement plus une boîte. Essentiellement, les dessins et les projections des pièces du mouvement représentent les pièces dans leur position de montage. Ok. Lorsque le mouvement est posé à plat, le cadran est orienté vers le bas. Ah d'accord, donc le cadran est toujours orienté vers le bas. Dans les représentations qu'ils ont, ça c'est bon à savoir, parce que sinon j'aurais pas compris. La pièce principale du mouvement, c'est la platine. D'accord, donc le tout premier schéma où je comprenais pas ce qui se passait, là, quand ici ils mettent platine, c'est pas au-dessus ou en dessous, platine, c'est ce morceau-là. Tout ce pied, toute cette pièce de métal, c'est la platine. Et donc les ponts, je présume que c'est ce qui permet de poser la platine. Mais on verra bien, on va lire la suite, on comprendra. La platine en laiton. Petit 1 en laiton, ok. Cette pièce supporte... Le laiton, c'est très tendre hein, comme métal, c'est un peu étonnant. Bref, cette pierre supporte toutes les autres pièces, nous en étudierons les formes particulières dans le chapitre réservé à la boîte, ok. Sur la platine sont posés des ponts en laiton. Ponts de rouage. Ok. Alors, 2 petites secondes, excusez-moi, il faut que je tousse, je vais pas vous péter les oreilles. Voilà. C'était hautement intéressant. Nous étudierons les formes particulières. Sont posés les ponts en laiton. Les ponts, ils sont en laiton. C'est marrant parce que dans les montres que j'ai assemblées pour le moment, j'ai pas souvenir d'avoir vu des ponts en laiton. Non mais oui, oui, c'est normal. Puisque moi, j'assemblais le mouvement, je posais le mouvement dans la boîte directement. Donc ok, les ponts, ça marche. Les ponts... Ah mais oui, mais les ponts, on en a parlé avant. C'est les ponts, c'est ces gros morceaux là. Ça marche. Pont de rouage, pont de barillet, pont d'angle de balancier. D'ailleurs, barillet ou barillet? Je fasse pas l'erreur, je connais. Enfin voilà, j'ai un doute. Le positionnement exact de ces ponts est réalisé au moyen de pieds de pont en laiton. 2 suffisent, chassés dans le pont ou la platine. Oui, les pieds de pont, c'est les petites vis. Ok.
La fixation des ponts au moyen de vis en acier permet le démontage. Bah, évidemment. Ah non, les pieds de pont et les vis, c'est autre chose. 7-8, c'est où 7-8? 7-8. Les pieds, c'est ça. Ok. Je suis pas sûr que sur les mouvements que j'ai démontés, j'ai des pieds. Peut-être que c'est... Bon, si, il doit y en avoir. Il doit y en avoir et je m'en rappelle pas, c'est tout, hein. Des encoches sont prévues sous les ponts pour les démonter plus facilement. Des encoches sont prévues sous les ponts. Ouais, pour glisser quelque chose au cas où il est un peu collé, je présume. Dessus, pont, très bien. Platine, nickel, et le dessous. Ouais, pas de souci là-dessus. Mobile, ouais, ça c'est ouais, bah, c'est les axes. Entre la platine et les ponts, les mobiles de formes diverses retransmettent la force motrice. Ok, donc les mobiles, c'est tout ce qui est rouage, etc. Les mobiles tournent dans les trous réalisés dans la platine et les ponts, les axes. Dans la platine et les ponts. Les axes des trous correspondent à chaque mobile. Les axes des trous, oh, à chaque mobile. Non, voilà, les axes des trous correspondant à chaque mobile doivent être alignés exactement pour que les axes et les mobiles soient rigoureusement parallèles entre eux. Tout à fait. Ça, on a souvent eu des problèmes là-dessus, hein. On peut décomposer les organes mécaniques du mouvement de la façon suivante. L'organe moteur, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le gros schéma. On a plusieurs groupes. L'organe moteur qui est vraiment le barillet avec le rôle. Les organes de transmission qui transmettent la force à l'échappement. L'échappement qui va nous permettre de réguler notre montre. Sans l'échappement, c'est facile, ça se décompresse en une fois. Ram, ça tourne, c'est comme un... T'as tiré sur la corde ta tondeuse pour qu'elle démarre, ou ta tronçonneuse, ce que tu veux, là, et t'as tout qui est parti d'un coup. Avec l'échappement, tu peux pas faire ça. Entretient les oscillations contre les alternances, exactement. Organe régulateur, le balancier, voilà, qui vient avec du coup l'échappement. Organe d'enregistrement. Ah oui, bah c'est ok. Les aiguilles. Ok, ça s'appelle les organes d'enregistrement. Mécanisme du remontage, du barillet ou des aiguilles. Ah, de mise à l'heure. Et oui, ça dépend derrière à quel niveau on tire la couronne, la tige de remontoir sur laquelle on agit avec la couronne. Bon, le barillet, j'ai pas tellement de choses, je pense, à en apprendre. Vous voyez, force motrice. Le mobile tourne sur deux tourillons cylindriques entre le pont de barillet et la platine, d'accord. À cause de l'arbre de barillet. Ouais, ça, j'ai pas tellement envie de regarder ça dans le sens où je le démonte pas, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose. Ça marche et ta gueule, quoi. Ok, donc là, c'est comment fonctionne l'intérieur d'un barillet. Mais on va jamais dans l'intérieur d'un barillet. Je connais le principe. On accroche un côté du ressort, pas qu'il puisse se barrer. Et puis après, on le compresse, on le décompresse au moyen de. Je sais pas s'ils doivent le mettre là. Non, ils mettent pas le nom, mais on va le voir en dessous. Voilà, au moyen de l'arbre. Donc là, on a le grand ressort. La bride soutient la spire extérieure. Très bien. Ouais, c'est fixé pour tenir vraiment le ressort. Donc, une des choses qui peut se passer quand votre montre fonctionne plus, c'est que là, si jamais ça se décroche, bah, il se passera plus rien. Votre, euh, votre barillet, il est mort. Faut le démonter, faut le remettre. Et si ça s'est décroché, c'est qu'a priori, il est mort. Vous le remettez, il va se redécrocher. Voilà, le barillet, moi, je le traite comme ça, le barillet. Voilà. Quand il est intégralement monté, je j'ai pas besoin de le démonter. On couper, oui, oui, pas de problème, ça. Ok, ça on connaît. Barillet complet, la coupe, ça marche. Le barillet et le couvert sont assemblés et peuvent être tournés sur des tourillons de l'arbre. Tourillon, ok, tourillon c'est ça. Tourillon, ça vient là et ça vient là. C'est bizarre les tourillons. Pont, bonde. Ah, bonde, comme une bonde de douche. Marrant. Tourillon couvercle, tourillon platine, tourillon pont. Tourillon, ok, c'est un cylindre, quoi, un tourillon. Après, il est placé à différents endroits. Voilà, ça, ce schéma, il me parle. Ça, c'est le ressort, et on coince avec la bride, et puis c'est réglé. Ouais, je passe, hein, ça, c'est moins intéressant, je trouve, pour moi.
Voilà, les organes de transmission, ça c'est... Pour de régulariser le mouvement de rotation, on peut utiliser la rotation de 2 mobiles pour l'entraînement des aiguilles. Là, on est sur un bête principe qu'on voit en... Je pense que c'est... Dans le pire des cas, au collège, on voit ça dans les cours de techno, hein, la transformation du mouvement. Vous avez une grande roue qui entraîne une petite d'un côté et qui est grande de l'autre côté, bah, vous arrivez à démultiplier votre mouvement. On supporte 3 mobiles qui pivotent. Voilà. Mobile centre. Supporte l'aiguille et des minutes. Ah oui, oui, puisqu'il y en a plusieurs qui sont... Moyenne et le mobile de seconde. Ça, je suis très intrigué. Comment, aujourd'hui, les différents axes pour les aiguilles arrivent à être parfaitement alignés comme ça un pignon et d'une roue. Oui, voilà, pignon et roue qui prennent le nom du mobile auquel ils appartiennent. Centre, moyenne, seconde, pas de problème. CMS, c'est centre, moyenne, seconde. Et B, du coup, B, on sait, hein, c'est le nombre de tours par heure de, que nous donne le... C'est la constante de remontage, on va dire. C'est fou que B, je ne l'ai pas vu défini quelque part. Quelle page, là? Je suis page 10 sur 111. On va le lire un moment en stream, ce truc. Hein. Mais ce B, là, ça me rend fou de pas l'avoir. On levé, gna gna gna. On est d'accord qu'il n'y a pas de B, hein. Ce B, là, il débarque de nulle part. X est figure 1, mais... on n'a pas de B. Hein. Bon, c'est pas grave, on retourne page 11. Page 10. Oula, 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 oula. Je m'ai trompé. Page 10, voilà. Alors, les mobiles du rouage sont composés de pignons, ça on a déjà lu. Sont en acier traité, possèdent une denture taillée à même la pièce. Ok. Si vous cherchez un peu sur le net, il y a des traits sur le net, que ce soit sur... Moi je le vois sur Insta. Il y a quelques chaînes qui montrent comment ils en fabriquent. Et c'est un truc de fou. Hein. La précision, elle est incroyable. Ils le font à la main. Ceux que je suis, c'est vraiment des artisans, et du coup ils le font à la main. Les mecs arrivent à être suffisamment réguliers sur leur roue pour faire ça à la main. Moi j'ai un laser, enfin je... Il y a vraiment des personnes qui sont impressionnantes. La pièce des pivots cylindriques avec portée d'appui. Portée d'appui. Ok, il y a le pivot et il y a la portée d'appui, c'est ce sur quoi vraiment on va venir toucher. Il y aura le contact. Attends, il y a vraiment un truc qui s'appelle Serge. C'est trop bien. C'est trop bien. Il y a une pièce dans la montre qui a une portion de la pièce qui s'appelle le Serge. C'est excellent. Les pivots portés et les dentures sont polis. Oui, bon, ok. Cohérent pour que ça glisse bien. Les roues en laiton découpé puis taillé sont rendues solidaires par des pignons par chassage. Donc le chassage, c'est... On, on rentre dedans. Ou rivetage, ok. C'est-à-dire qu'on bourrine, mais délicatement. Parce que si on bourrine fort là-dessus, on les pète. Hein. Le mobile fait un tour par heure. Descendre, bah oui, un tour par heure, puisque c'est 1 heure. Hein. 60 tours par seconde. Pas, 60... Mobile de seconde fait 60 tours par heure. Non. Là, il y a une petite erreur. Et 60 tours. C'est pas le mobile des secondes, c'est... Pardon. C'est moi qui mal lu. Le mobile des centres fait un tour par heure. Donc ça, c'est les minutes. Et oui, c'est les minutes. Ah oui. Et le mobile des secondes fait 60 tours par heure. Ouais, c'est cohérent. C'est cohérent. C'est juste moi qui avais mal lu. Cette augmentation de vitesse est faite au détriment de la force dans le rapport inverse des rayons des roues et pignons. Rapport inverse des pignons, des roues et pignons. Donc rapport inverse, ça veut dire que plus le pignon est grand, moins il a de force. Ce qui est cohérent. J'aime bien leur petit schéma. Alors ça, voilà, ça par contre, il faudra que je progresse. Le bouquin devrait pouvoir m'aider sur comment on utilise un huilier, comment on fait ce genre de choses. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Pour ne pas accentuer cette perte de puissance importante au dernier mobile, on réduit le plus fortement possible
le frottement des pivots dans leurs trous en empirant les trous des mobiles. Plus rarement ceux du mobile de centre. Le centre, il a suffisamment de couple pour pas avoir de problème. Ah, sur le... Il y a un petit décalage, tiens, dans le chat. Parce que là, je viens d'avoir ton message. Tu m'as mis le doute aussi pendant que je suis en train de regarder les pierres. Pour ne pas accentuer cette perte de puissance, les frottements en pierre, voilà, ok. Les pierres parfaitement polies sont en rubis synthétique. C'est pour ça qu'on appelle ça des rubis, d'ailleurs. Quand vous voyez sur une montre automatique le nombre de rubis qu'il y a, c'est ces pierres-là. C'est ce dont on est en train de parler là. Le frottement dans les pierres, diminué par le polissage, est encore réduit par un léger huilage, ouais. Et l'huilage, c'est un boulot incroyable à faire. Et ça vaut une blinde. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est cher. Je veux dire, vous achetez du safran, c'est moins cher au gramme que ce type d'huile. Les huiliers creusures de forme sphérique empêchent l'étalement de l'huile. Donc en fait, on met une petite goutte là, et il faut bien se dire que c'est inversé. Donc la gravité, elle va comme ça, elle va vers le haut. Enfin, elle va vers le haut. Non, il n'y a pas de gravité, parce que la montre, quand on la bouge au poignet, la gravité, elle est bizarre. Oui, c'est bizarre ce décalage, faudra que je regarde. C'est peut-être un paramétrage. Est-ce que j'ai quelque chose? Je vois que j'ai un paramètre du chat là. Je vais regarder. Hein. Ta. Je regarde en même temps si j'ai quelque chose de ce type-là. Parce que c'est pas pratique d'avoir un tel décalage pour vous répondre. Message supprimé, chat en pause, décidément. C'est peut-être le mode bouclier. Je sais pas ce que c'est ce mode bouclier. Chat réservé. Mode lent 30 secondes. Chat différé sauf modérateur de 6 secondes. Bah non en fait. Pas besoin de ça. Bah, de toute façon il était pas activé ce mode bouclier. Ok. Modération forte. Oui, on se calme. Ah mais il y a l'automode, ok. Vérification du chat, gna gna gna. Toutes les personnes du chat doivent avoir une adresse email vérifiée. Ouais mais ça parle pas de délai. Je... Je ne comprends pas. Bon. euh, C'est bizarre. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe sur le chat. Faudra que je fouille hors live. On va pas perdre de temps là-dessus, mais c'est étonnant. Alors, revenons à nos moutons. Donc ça, les pierriers, je pense que l'huile, elle tient par capillarité dedans. Et elle permet derrière de ne pas avoir de soucis. Ah non, d'accord. C'est enfermé, visiblement, dans la platine. Empêche l'étalement de l'huile. La roue de seconde communique le mouvement de rotation du rouage à l'organe suivant. Oui, ça, l'organe distributeur, pas de souci. Mais du coup, on le voit, le pierrier, il est enfermé avec une petite barre dessous. Donc en fait, on glisse l'huile dans cette cavité. Et derrière, démerde-toi, mon gars. L'échappement, voilà, l'échappement, c'est hyper intéressant aussi. Et il y a des rubis sur l'échappement. Transforme la forme de rotation reçue en impulsion qu'il compte. Il comprend le mobile d'échappement et le mobile d'encre. Le mobile d'échappement est positionné. Donc les mobiles, hein, on en a parlé, c'est ce qui. Non, c'est les ponts, pardon, je confonds les ponts. Les mobiles, c'est des axes, c'est des rouages. Donc le mobile d'échappement et le mobile d'encre. L'échappement et l'encre. Donc l'encre, bah, c'est ça, et ça, c'est l'échappement. Le mobile d'encre est positionné par le pont d'encre ou barrette. Oui, ça, pas de problème. Le mobile d'échappement, donc on parle de la petite roue là, bizarre. Composé du pignon d'échappement en acier et de la roue d'échappement. Donc le pignon c'est l'axe et la roue c'est ce qui vient vraiment se mettre autour. Placé ou rivé sur le pignon, on s'en fiche. Le nombre de dents de cette roue est généralement de 15. Ok. La forme des dents est telle que leur partie active, ça c'est hyper important, que leur partie active appelée surface d'impulsion forme un plan incliné capable pendant la rotation de la roue de soulever l'encre et la deuxième va permettre de la repousser, c'est-à-dire de surface d'arrêt. Une deuxième surface AC permet de surface d'arrêt. Surface d'impulsion et de repos sont polies par rectification. J'ai aucune idée de ce que c'est le process de rectification. Mais donc ça, c'est hyper important. Là, ce petit schéma, on a le talon à
ABC. Donc, il a dit que c'était quoi? Donc, c'est marqué que la forme d'arrêt, c'est la forme de ces données telle que leur partie active, AB. Ok, AB, appelée surface d'impulsion. Un plan incliné, la surface. AC, c'est la surface d'arrêt. Donc, ça veut dire que là, on a la dent qui vient. Clac. De toute façon, on va le voir sur des schémas. Et là, ça repousse là-dessus. Ok. Parce qu'il faut la faire tourner. Elle n'est pas alimentée, cette. Ah, si, elle est alimentée. Ah, si, elle est alimentée. Qu'est-ce que. On va voir. On va arrêter de trop réfléchir. On va lire le manuel. Il est là pour nous apprendre. Mobile d'encre est composé d'une tige lisse avec pivot appelée tige d'encre sur laquelle est chassée l'encre. Ok. Tige d'encre, encre. Ouais, ça me va. C'est tellement fragile cette partie, l'encre. Les palettes, etc. Les mecs qui assemblent ça, waouh. Enfin, faut des outils là. Faut pas faire ça à l'œil. Hein. A plus, Mitch. Merci d'être passé. Salut, mouton fou. Bienvenue. Bienvenue. C'est la première fois, je crois, que tu viens. Je me rappelle pas d'avoir vu ton pseudo. Donc, bah, écoute, bienvenue. Installe-toi. On essaye d'apprendre à démonter. On va essayer d'apprendre la théorie du mouvement automatique d'une montre. Donc, enfin, du mouvement mécanique, parce que là, on n'a pas encore parlé des remontages automatiques. Alors, là, ce bordel-là, on a l'entrée. Ouais, mais ça, on s'en fiche un petit peu, puisque nous, quand on utilise ça, on utilise la pièce déjà assemblée. Donc, en soi, c'est pas si grave, l'entrée, le dard, le plot. Je pense pas qu'on rentre dans ce détail-là. L'encre en acier est une pièce découpée. Ses parties constitutives sont le levier d'entrée, le levier de sortie, la fourchette, la baguette et le plat. Ok. Ça, on va regarder. Cette pièce-là, c'est ce qui vient vraiment ici. C'est ce qu'ils appellent les palettes. Et ça, c'est juste la partie la plus importante. Ah d'accord, je vois d'où tu viens alors. Donc ça, c'est hyper important. Vraiment, cette partie-là, bah, c'est juste ce qui permet de faire vivre le mouvement. De faire, s'il n'y avait pas cette forme-là, ça marcherait pas. Dans le plat est chassé un dard cylindrique en laiton. Donc voilà, c'est ça le dard. Ah non, c'est le dard, c'est quoi? Le dard, il est là. Mais le dard, il sert à quoi? Je reviens sur le petit schéma qu'on a là. Le dard ici, là. Je sais pas à quoi il sert le dard pour moi. Sur chaque levier sont gommés à chaud à la gomme laque des palettes en rubis. Ça, c'est important, voilà. Palette d'entrée, palette de sortie, de forme prismatique avec surface d'impulsion et surface de repos. Elles sont parfaitement polies. Oui, c'est des pièces très très importantes. Voilà, là on va avoir ce schéma-là. Ça, c'est bien. L'encre est située dans le même plan que la roue d'encre, normal. Donc, dans le même plan, hein, elle se parle. C'est-à-dire que et tac, tac, et, enfin, hop, et dans le même plan, quoi. Viennent en contact. Les surfaces d'impulsion des palettes viennent en contact avec, et glissent, pardon, sur les surfaces d'impulsion. Pas du tout, j'ai pas du tout de formation, justement, je me forme. Je me forme, j'ai trouvé ce manuel, on me l'a envoyé, donc eh ben, j'en profite. Il y a 111 pages, et tu vois, là, on est page 12. Et ça fait 40 minutes qu'on est dessus, page 12. Il y a du boulot. Il y a du boulot pour apprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai la mécanique globale de comment ça fonctionne, j'en ai déjà démonté, j'en ai déjà remonté, mais il y a plein de choses que j'ai pas, il y a des petits détails que j'ai pas, et parce que je me suis formé tout seul sans manuel. Hein. J'ai acheté, si ça t'intéresse de te former là-dessus, tu peux acheter facilement des vieux mouvements cassés sur eBay ou sur Etsy, il y en a plein. Souvent, ils viennent d'Europe de l'Est, il y en a qui viennent de Pologne, il y en a qui viennent de République tchèque, enfin voilà, t'as plein, plein, plein de mouvements là-dessus. Pour 10 balles, t'as genre 10 mouvements pétés. Donc, bah, tente la chance. Moi, c'est ce que j'ai fait, et je me suis dit, avec de la chance, ils sont pas pétés pareil. Et vu que j'achète 10 mouvements identiques, bah, je démonte. Et puis si je vois qu'il y a une pièce qui est cassée là, je peux la prendre sur un des autres mouvements et essayer de faire, de reconstituer un mouvement. Et en fait, c'est super intéressant. Et pour le coup, c'est pas cher. Faut juste acheter une boîte de tournevis qui, elle, est un peu chère, certes. Tu achètes une petite boîte de tournevis d'horlogerie. Oublie les tournevis de précision pour téléphone, machin. Stop, tu prends un truc d'horlogerie parce que bah c'est dimensionné, quoi. Donc tu prends une petite boîte de tournevis. T'as Facom qui fait une petite boîte comme ça. Et bon, ça te met effectivement 50 balles, les tournevis, on va dire, à peu près.
Et après, bah, tu démontes les mouvements. Tu as juste ce qu'il faut. Et bah, c'est bien, t'apprends une partie, ça te met un peu de confiance, mais il y a une limite. Il y a une limite. Là, maintenant, moi, je stagne. Donc, je suis allé voir des horlogers et il y en a un qui m'a dit, bah tiens, je peux te filer un manuel si tu veux. Moi, j'ai appris avec ce manuel-là et tout. Je fais, bah, trop bien. Du coup, bah voilà le manuel en question. Et bah, je démarre, j'apprends. Là, j'ai un peu de temps en ce moment, dans les prochains jours qui viennent, donc on va faire ça en live. Et les replays seront dispo, hein. Peut-être que je mettrai les replays sur YouTube, comme ça ils seront disponibles complets. Alors, on continue. Lorsque la goutte d'encre... On reprend le grand 2. L'encre est située dans le même plan que la roue, ok. Surfaces d'impulsion viennent en contact et glissent sur les surfaces d'impulsion des dents. Les surfaces d'impulsion des palettes, donc les palettes, c'est les petits trucs qui viennent de l'encre, viennent en contact et glissent sur les surfaces d'impulsion des dents de la roue, ok. D'où léger huilage nécessaire, ok. Donc en fait, ce petit plan incliné là, on va appuyer dessus. Là, cette partie-là, on va appuyer dessus. Et comme là, c'est incliné aussi, bah, ça va faire glisser, ça va faire tourner le bousin. Voilà, c'est ce qu'on voit. On voit que ça arrive. Là, ça repousse vers le haut. Ça repousse vers le haut. Donc, ça fait basculer l'encre. Là, on le voit. Je fais vraiment sur le schéma. On voit que notre encre, elle est comme ça. Elle vient se faire pousser par la roue d'encre. Ça la relève. Hop. Du coup, ça la fait basculer de l'autre côté. Et ça arrête, du coup, la roue d'encre de l'autre côté. On voit sur le dernier schéma, c'est la surface d'arrêt qui vient taper contre. Ok. L'autre palette est venue se placer de telle sorte qu'elle arrête la rotation, c'est ça. Le contact des surfaces de repos de la dent et de la palette met l'échappement en position de repos. Donc paf, là on est bloqué. Comment est-ce qu'on va faire pour repartir? Eh bien on va voir. Une autre force communiquée par le balancier est nécessaire pour le dégagement de cette palette, puis ainsi libérer la force motrice. Donc ça on verra, c'est la balance qui fait ce genre de choses, mais on va le voir après. Vient d'être dégagé donnera aussi une nouvelle impulsion à l'encre, mais de sens inverse à celui de la précédente. Voilà, c'est ce qu'on voit juste en dessous. Et donc là, on va le voir, mais c'est la balance qui va faire remonter la roue d'encre, qui du coup va partir. Là, on voit que avec le petit point incliné, ça la pousse encore vers le haut pour la faire basculer de l'autre côté, et paf, on a une surface d'arrêt de ce côté-là. Donc on est bien là, on est bien. Je suis désolé, mais avec le rhume des foins, je suis obligé de me moucher, donc je vais couper le micro 2 secondes. Timing exceptionnel pour avoir une pause musicale à ce moment-là, c'était magnifique. Alors, le pivotement de l'encre amène alors un repos à l'entrée. Oula, la phrase a l'air simple, mais j'ai pas compris. Le pivotement de l'encre. Donc l'encre, elle vient de faire notre bascule comme ça, ok. Ça amène un repos à l'entrée. À l'entrée de quoi? Ok, non, bah c'est la même chose en fait, mais de l'autre côté. Que ce soit à la sortie de l'encre, c'est à l'entrée. Ok, bon, d'accord. Ça me va. L'échappement des autres dents de la roue se renouvellera de la même manière. Oui, puisque là, quand on est ici, on est revenu à la position qu'on avait au début. On va encore avoir notre fameuse force mystérieuse qui va légèrement relever la balance. Et puis après, le mouvement là va pousser, va finir de pousser. Et c'est très bien. Les impulsions alternatives seront communiquées par la fourchette à l'organe régulateur. Il faut bien se dire que là, ce petit point incliné, c'est une force qui est minime, mais on va travailler uniquement sur des forces minimes, puisque moins vous consommez d'énergie dans votre mouvement, plus il dure longtemps. Et l'énergie là de cette poussée, l'énergie de la roue d'échappement, elle est fournie par le barillet qu'on a vu au début, le gros ressort compressé. Et donc, moins ce ressort doit se décompresser, plus il peut se décompresser longtemps. Et donc faire que votre montre mécanique fonctionne longtemps. Les impulsions alternatives seront communiquées par la fourchette dans l'organe régulateur. Oui, la fourchette, alors ça, on va en parler après. Ça va permettre d'avoir un impact sur la balance, si je me trompe pas, mais on va le voir après. Faut pas que j'avance trop vite. Surtout que je peux dire de la merde, vu que je mets des mots, j'appelle ça une balance, mais c'est moi qui ai appelé ça comme ça. J'ai pas encore lu le manuel pour savoir quel est le vrai mot. Au montage, alors de quoi on parle là? Association, échappement, balancier spirale. Voilà, la balance, ça s'appelle en fait un balancier spirale. Donc sur une montre mécanique, la balance, c'est le petit truc cool qu'on voit bouger. Souvent, on voit un truc qui fait clic, 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 une roue qui tourne. Quand vous avez des montres qui sont où on voit l'organe à l'intérieur, et ben c'est ça.
Donc c'est le schéma qui est représenté ici. Spirale au repos. Là, elle est armée. Elle est armée négativement, positivement. Ok. Ah, et c'est là que vient la... J'avais dit que je comprenais pas à quoi ça servait. Le dard, je crois, à l'arrière. À l'arrière de ma balance, il y avait un dard. Mais ouais, c'est ça, c'est là. Ok, et ce dard, il vient se régler et il permet du coup de gérer l'espacement. Oh putain, on va voir ça. Ouais, ok. Très bien. Waouh. Parce que là, on voit la balance. On voit l'encre, pardon. Vous voyez, on voit l'encre qui du coup va être de l'autre côté poussée par la balance. Enfin, les mecs qui ont inventé ce truc-là, les mecs ou les nanas, hein, je sais pas. Mais les personnes qui ont inventé ça, c'est d'une complexité pour réussir à libérer de l'énergie très lentement, c'est incroyablement compliqué. La position représentée par les figures 36, 37, 38, le système balancier spirale est dit au point mort. 36, 37, 38. 36, 37, 38, ok. Donc là, on est au point mort. Très bien, mais on voit quoi? C'est quoi ça? Ça c'est l'arrière... Ah bah d'accord, ok. Ça, du coup, c'est l'arrière de notre encre, avec le dard. D'accord? Donc c'est cette partie-là, là. Là. C'est ce qui vient de cette tige-là. C'est la fin de cette tige-là, ici, là. C'est ce qu'on voit, le petit Y. D'accord? Donc c'est ça. Et ça, du coup, c'est le pignon de notre balancier spirale. C'est ça. Voilà. L'énergie du balancier spirale, elle vient de là, de ce disque-là, et ça se transmet au pignon, qui ensuite vient faire bouger le dard de notre encre. Là, je suis obligé de réfléchir à tous les mots que j'utilise, c'est pas du tout intuitif. À ce moment même, l'encre est soumise à l'action d'une impulsion de la roue d'encre. La roue d'encre. La roue d'encre. L'encre, oui, mais la roue d'encre, c'est quoi la roue d'encre? Vous l'avez? La roue d'encre. Attendez, j'ai raté un truc? La roue d'encre. Je l'ai pas du tout. Est-ce qu'on a quelque chose? Roue d'encre là. Levier de sortie, palette. Entrée, camp d'impulsion. Il y a le dard, certes. Le plot. Tige d'encre. Encre. La roue d'encre. Parce que ça, c'est pas la roue d'encre, ça, c'est l'échappement. En 4, c'est la roue d'échappement. Je pense pas que ce soit la roue d'encre. C'est quoi la roue d'encre? Là, ils expliquent le fonctionnement, on l'a vu. Très bien. J'ai raté un truc là. Il me manque la définition de la roue d'encre. Balancier spirale. Ouais, 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 ouais. L'encre est soumise à l'action d'une impulsion de la roue d'encre. On va lire la suite, peut-être qu'on va comprendre. L'encre est soumise à une impulsion de la roue d'encre. Ah, ça me perturbe. Levée d'entrée, par exemple, 39, 16, page 7. La roue dont je parle. Il y a un petit décalage dans le chat, du coup, je sais pas de quelle roue je parle quand tu écris ça. Tu penses que c'est... Toi, ce serait la roue d'échappement, tu penses? La roue d'encre? Non. Non, ça peut pas être la roue d'échappement. Sinon, ils appelleraient ça la roue d'échappement, la roue d'encre. Je suis perdu, je suis perdu. Je vais finir le 3-4 pour voir. Peut-être que ça va nous dire un peu ce qui se passe. Donc la fourchette retransmet donc l'impulsion à la cheville. Oh la vache. Là, les termes, il n'y a plus rien de bon. La fourchette, ça vient d'où? Ça doit être l'encre, la fourchette. Et la cheville, bah, ta gueule. Enfin, à un moment, on a fait des définitions de mots, il n'y en a plus une seule qui est bonne. L'encre est soumise à l'action d'une impulsion de la roue d'encre, levée d'entrée par exemple, 39, 16, page 7. Ah, 16, page 7, la figure 16, page 7, on va aller voir. Page 7. Figure 16. Super, il n'y a pas de 16. Bien page 7 là. 16. Non, bah rien à voir. On va redescendre, mais il n'y a rien à voir là. Suite de 4, ok. Est-ce que les pages seraient peut-être pas dans le bon ordre?
C'est bizarre. Parce que là, 39. Bon, 39, c'est le chiffre 39. Bon, levée d'encre. Ok, alors on va regarder avec ça. La roue d'encre, on va penser... Je vais partir du principe que la roue d'encre, en fait, c'est le balancier spiral. C'est peut-être ça, c'est peut-être cette pièce qui fait clac, clac, clac. On va dire que c'est ça, la roue d'encre. L'encre est soumise à l'action d'une impulsion de la roue d'encre. Ça me paraît cohérent. Puisque l'impulsion qui va faire bouger ce dont je parlais tout à l'heure, on va regarder sur ce schéma-là, ce qui va faire que notre encre, elle fait gauche-droite, c'est certes le fait qu'elle soit poussée par notre échappement, via notre petite surface en biais, mais quand elle est en position d'arrêt, il faut qu'elle se relève très légèrement pour pouvoir ensuite être poussée. Et a priori, c'est l'impulsion de cette fameuse roue d'encre qui permet de faire légèrement remonter. C'est ce qu'ils sont en train de dire là, soumise à l'action d'une impulsion de la roue d'encre. Levée d'entrée. Oh, ok, levée d'entrée, je viens de comprendre ce que ça veut dire du coup. Waouh! Alors, si vous vous rappelez dans le schéma là, à la fin, ils nous disent que ça amène à un repos à l'entrée. Le repos à l'entrée, c'est ça, c'est la position où mon encre s'est rebaissée et elle est venue bloquer du coup notre roue d'échappement. Donc c'est ce qui s'appelle un repos à l'entrée. À l'entrée de quoi? En fait, à l'entrée de l'encre. Ça n'a pas de sens une entrée toute seule, c'est une entrée de quelque chose. Donc c'est l'entrée de l'encre. Et donc quand ils disent une levée d'entrée, c'est la levée d'entrée, c'est la levée de l'entrée de l'encre. C'est-à-dire que le bras de l'entrée de l'encre se relève. Et donc c'est bien ça qui... Ça veut dire que la roue d'encre, c'est bien ça. C'est bien ce que moi j'appelais la balance. Donc ça s'appelle une roue d'encre. Et donc c'est ce ressort qui vient donner une toute petite impulsion. Ça va relever du coup notre encre qui ensuite sera poussée par l'échappement. Et comme au-dessus, la roue d'encre, c'est un ressort, bah, elle va partir d'un côté, elle va aller se détendre. Et quand elle va arriver complètement tendue de l'autre côté, hop, elle va revenir. Ça va donner une impulsion dans l'autre sens à la balance, à l'encre, pardon, qui va du coup se relever de l'autre côté et se faire pousser, etc., etc. Ok. La fourchette retransmet donc l'impulsion à la cheville. La cheville, figure 40. Ok, la cheville, ça doit être la fourchette. Alors attendez, la fourchette et la cheville, ça doit faire partie de ce dont j'ai dit, je m'en fous. Une impulsion d'entrée. L'entrée, elle est là. Hein? La fourchette. Voilà, la fourchette, c'est l'autre côté de la balance. Il faut réfléchir, mon petit. L'entrée, donc une impulsion d'entrée, c'est là. D'accord, je suis peut-être un peu en train de dire de la merde du coup tout à l'heure. Je pense que j'ai décrit le mouvement global, mais là, ils sont plus précis que ça dans ce qu'ils disent. Surface d'impulsion. Ok, les impulsions, elles sont là. Le au-dessus du dard. Ah vache, c'est d'un complexe, mais c'est trop bien. L'entrée, surface d'impulsion et la corne. Ok. Donc on reprend. Levée d'entrée, par exemple. Bon, ça, je pense que levée d'entrée, j'avais bon. La fourchette retransmet donc l'impulsion à la cheville. On sait toujours pas ce que c'est la cheville. Mais comme c'est la figure 40, la fourchette, c'est ça. La cheville, ça doit être une pièce de la roue d'encre. Ça doit être ça, la cheville. Puisque, faut bien se dire que la roue d'encre, finalement, elle a le même fonctionnement que le barillet qu'on a vu au début. C'est un ressort compressé. Donc, quand elle fait ses alternatives, c'est un ressort hein, entouré qui fait... Au bout d'un moment, normalement, il va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il ne peut pas à l'infini faire des oscillations. Sinon, on a inventé le mouvement infini, c'est magnifique. Hein, on est riche. Donc, il va faire hop, 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 et il va s'arrêter. Pour pas qu'il s'arrête, ça veut dire qu'il doit être repoussé à chaque fois. L'énergie, encore une fois, elle vient du barillet, mais ça veut dire que notre encre, quand elle change de côté, elle doit légèrement pousser la roue d'encre pour qu'elle reprenne un petit peu d'élan. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. La fourchette retransmet donc l'impulsion à la cheville. La fourchette, qui est cette partie-là, là, elle vient pousser la cheville. Ok, la cheville, c'est ce petit demi-cercle là. Vous voyez, derrière, il y a un espèce de dé. Ça fait comme un dé. Et ben, ça vient se mettre pile poil dans la fourchette. Et la fourchette, tac, elle le repousse. Ça donne la petite impulsion en arrivant avec la surface du bas, disons. Et du coup, ça continue le mouvement par là. Mais en continuant, là, comme de l'autre côté, on a notre encre qui est poussée
par notre roue d'échappement, ça veut dire que là, on est moteur, ça veut dire qu'on vient pousser de notre côté cette roue d'encre, et c'est elle qui nous a mis dans cette position au début, certes, mais c'est nous qui lui permettons de continuer. On vient lui donner une petite impulsion. Donc c'est ça qu'ils indiquent. Ok. Ainsi lancé, le balancier fait environ 3/4 de tour, en 41. Mais avant de s'arrêter, il a dans son élan armé le spiral. Voilà, c'est ce qu'on a vu, le spiral, c'est ça. Au terme de cette cour, le spiral reprend l'initiative en se désarmant. Donc voilà, il s'est compressé. C'est ça qu'on a dit par armer le spiral. Ça a armé, c'est compressé. Donc on a armé le spiral. Et il reprend l'initiative en se désarmant, donc il repart dans l'autre sens. Et il rappelle le balancier, celui-ci acquiert de la vitesse. Dans ce mouvement de retour, il emmagasine suffisamment d'énergie pour que la cheville de plateau, en venant frapper légèrement une surface d'impulsion de la fourchette, permette le dégagement de la palette. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est la petite impulsion qui nous permet de se relever. Du coup, ça va libérer la roue d'encre, puisque c'est ce qu'ils disent, qui à ce moment-là immobiliser une dent de la roue d'encre. La dent libérée donne aussitôt une impulsion à la palette libératrice. Donc comme elle est libérée, hop, elle veut tourner parce qu'elle est poussée par le barillet, qui vient de tout au bout. Hein. Rappelez-vous, le barillet, c'est vraiment le ressort compressé. C'est lui qui anime la montre. Et quand vous remontez votre montre, vous compressez le barillet. Donc ça donne une impulsion à la palette, à pousser la palette. Et du coup, comme ça a poussé la palette, le balancier qui avait perdu momentanément de l'énergie reçoit alors une nouvelle impulsion. Voilà, c'est ce qu'on a décrit avant. On vient repousser du coup notre balancier. Par contre, c'est bizarre parce que des fois, ils appellent ça le balancier et des fois, ils appellent ça la roue d'encre. Parce que la roue d'encre, c'est la pièce spécifique du balancier. Bon, voilà. Sur une nouvelle impulsion, il parcourt à nouveau 3/4 de tour en armant le spiral et il se désarme et il repart. Et tac, tac, tac. Et voilà. Et donc, on a presque un mouvement infini. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout infini. Il est infini parce qu'on a une source d'énergie qui se vide très lentement, qui est notre barillet. Après chaque impulsion, le pivotement de l'encre est interrompu par 2 goupilles de limitation en laiton. Ok, ici. Lesquelles viennent buter la baguette de l'encre. Sur lesquelles viennent buter la baguette de l'encre. La baguette de l'encre. Bon, bah la baguette de l'encre, ça doit être la tige. Hein. Je pensais que c'était arrêté par les roues d'échappement. Enfin, par le combo des... Comment ça s'appelle déjà ça? Les palettes. Je pensais que c'était les palettes qui les arrêtaient. Mais non, visiblement, pas que. Peut-être pour qu'il y ait moins de contraintes mécaniques sur les palettes. Ces positions d'arrêt de l'encre permettent l'arrêt des dents de la roue. Mais un choc accidentel pourrait cependant libérer instinctivement une palette lorsqu'elle est au repos. Alors attention, attention. C'est important ça. Ces positions d'arrêt de l'encre permettent l'arrêt des dents de la roue. Ok. Mais comme on l'a dit, on pensait qu'il n'y en avait pas besoin. Figure 41, il dit. 41 et 44. Ok, là on est en butée contre. Et on est de nouveau en butée contre. Ok, donc on est arrêté. Pas de problème. Là, l'énergie, j'aime bien, il donne les mouvements. Tac, on vient de se faire bloquer. Ok. Mais un choc accidentel pourrait cependant libérer intempestivement une palette. Donc un choc accidentel, j'ai ma montre, bam, je tape, ou je bouge un peu vite. Ça pourrait effectivement libérer. Peut-être que ces dents-là servent à ça. Occasionnerait dans un choc inévitable... Alors attends. Le renversement de l'encre, 47R. Oh là, faut que je comprenne là. Le renversement de l'encre ne survenant pas au moment opportun. Ah, le renversement de l'encre ne survenant... Ok. Le changement de côté de l'encre ne survenant pas au moment opportun, ça ferait un choc avec la cheville de plateau. La cheville de plateau. Vous vous rappelez ce que c'est la cheville de plateau? C'est-à-dire que s'il bouge trop tôt, il va aller taper... La cheville de plateau s'engage sans jeu excessif dans l'entrée de la... Ah, mais j'avais pas vu cette ligne-là. Au montage, la cheville de plateau s'engage sans jeu excessif dans l'entrée de la fourchette, le dard, lui, librement dans l'encoche du plateau. Ok, donc si jamais ça saute, ça vient taper dans la cheville de plateau. La cheville de plateau, c'est ça. Ok.
occasionnerait, dans un choc inévitable avec la cheville de plateau, l'immobilisation du balancier, ce qui du coup voudrait dire que votre montre s'arrête. Pour éviter cet inconvénient, le dard, en venant buter contre le petit plateau, empêche le renversement de l'encre. Le choc ne peut arrêter le balancier par arc-boutant, car il ne peut être que bref, la roue rappelant aussitôt la palette. Ok. Donc le dard, c'est une butée. C'est juste un petit... Ah bah voilà, il l'explique. Je suis vraiment couillon, hein. C'est plus clair sur le schéma, je trouve. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce qu'ils ont fait là, un choc pourrait faire sauter ça, ça passe de l'autre côté, et du coup, bah, on est sorti du mouvement et on n'a plus ce côté alimente-moi. On est sorti en fait de l'intérieur des pinces. On est à l'extérieur, parce que les pinces, on fait gauche-droite. C'est comme si je tapais le micro, là. On va faire. Oh, c'est chiant, mais c'est comme si je faisais tac, 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 tac. Et si on est là, eh bah, on peut plus rien faire, c'est nul. Du coup, ok, compris, compris, compris. Donc le dard, lui, il vient se mettre dessous, de sorte que tu puisses pas sauter en fait. Et forcément, il faut faire ce petit creux parce que le dard il est profond et sinon il va taper contre ça, voilà. Le dard en venant buter contre le petit plateau empêche le renversement de l'encre. Donc voilà, il vient buter. Il vient toucher légèrement, ok. Ce qui fait que l'encre elle peut pas repasser de l'autre côté. Et le seul moment où elle pourra repasser de l'autre côté, c'est en passant dans ce petit trou là, quand lui reviendra. Il n'y a pas le choix. Ok. Le choc ne peut arrêter le balancier par arc-boutement car il ne peut être que bref. La roue rappelant aussitôt la palette, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, ok. Grâce à un certain angle de tirage. Un certain angle de tirage donné à la palette. Alors, il y a quand même quelque chose qui me perturbe, c'est que pourquoi on a besoin de cet arc? Ah bah oui, non mais oui, oui, ok. Je veux dire, dans le sens où ça vient buter contre ça et ça empêchera. Ouais, mais si lui, il vient déjà buter là, eh ben ça empêchera. Ok, j'ai compris. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi, c'est l'est. Pour ceux qui regardent sur YouTube, mais on ne va pas non plus trop avancer. Alors, le dard ne sera libéré de cette fonction de gardien qu'au moment du passage devant lui de l'encoche. Oui, bah, c'est ce qu'ils expliquent de plateau. Moment qui coïncide avec la présentation de la cheville pour le dégagement de l'encre. Oui, donc c'est juste bien fait, quoi. L'encre est immobilisée et le dard reprend sa faction auprès de la partie... sa fonction. C'est bizarre, faction, auprès de la partie lisse du plateau. Donc voilà, quand ça arrive, hop, faut bien se dire que le dard il est au-dessus de cette surface-là. Donc ça passe dessous. Ça fait un choc. Ah oui, ils expliquent que si on avait fait cette forme-là, bah, ça s'arrêterait. Alors que là, comme on a fait des formes lisses, ah ça va forcer un petit peu, mais c'est pas violent. Allez, on va rentrer dans le détail. Ah bah voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas ici notre fameuse roue d'encre qui serait marquée grand plateau, petit plateau, pas de problème. Corne, dard, entrée de fourchette, fourchette, plot. Encore, j'ai eu un tout doudoudoum. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Sankiri-toi. Merci beaucoup. Merci pour le follow. Donc, je suis plus habitué. Ça fait 6 mois que j'ai pas stream, j'ai plus les alertes en tête. Donc la cheville de plateau, elle est là, ok. Goupille de limitation butée, ça on l'a vu, c'est ok. C'est en renfort de ça. C'est immense là. Faut que je me l'imprime ça aussi. Je me l'imprime, c'est hyper important. Surface de repos, pointe, talon, dent, ok. Le double plateau et la fourchette sont supposés vus par dessous. Ok. Merci beaucoup Satouya, merci beaucoup pour le prime. Le prime, waouh, c'est encore le matin pour moi, le prime. Magnifique le prime. Merci beaucoup pour ton prime. Et merci pour le follow aussi, combo. Merci à toi. Je suis perdu du coup. Le tirage à la sortie, c'est quoi? C'est un angle? C'est un angle? Salut, bienvenue. Comment tu m'as trouvé? Pareil, il me semble que c'est la première fois que je te vois, mais bienvenue. Ravi de voir des nouveaux pseudos.
Le tirage à la sortie, c'est l'angle. Ça veut dire qu'il faut un angle de 15 degrés pour que ça fonctionne correctement. Oula, là, je comprends pas tout. Mais là, on est sur un schéma hyper intéressant quand même. Ah, toi aussi. Mais vous avez publié sur le Discord de New World qu'il y avait un stream ou quoi? Pour que tout le monde débarque. Et quelqu'un. Je suis en train de fouiller Discord. S'il y a eu un truc. Non, même pas. Même pas. Je sais pas comment vous avez vu que je streamais du coup. Parce que si t'avais pas de follow, je suis. Je suis perdu. Je suis perplexe. C'est écrit comme quoi je suis en stream. Ah, ah bah oui. Du coup, dans le statut d'activité. Ok, bien vu. Bien vu, bien vu. Eh bah, bienvenue. Du coup, là, alors reprenons un peu. Là, on a pas mal d'angles qui sont intéressants, qui vont pas me servir parce que je vais pas créer ce type de pièce, c'est trop complexe pour moi. Mais c'est quand même intéressant d'avoir toutes ces mesures-là. La palette d'entrée. On voit quand même pas notre fameuse roue d'angle, hein. On ne l'a pas. C'est pas grave. On va avancer. De par les positions radiales de l'encoche. Waouh, waouh, waouh. On se calme. De l'encoche. Quelle encoche? C'est quoi l'encoche? Les positions radiales de l'encoche. On parle. Vous voyez marqué encoche quelque part, vous? Tatatatam. Surface de repos. Je vois pas marqué encoche. On va lire, hein. De toute façon, je pense que là, ça va être vraiment du technique sur comment couper et tout. Donc, on va peut-être avancer un peu. Le dard doit. Ah voilà, le dard voit arriver l'encoche devant lui, bien avant que la cheville n'ait atteint l'entrée de la fourchette. Donc on parle vraiment de cette partie-là, puisque le dard il est là. Donc l'encoche, ça doit être ça. Bah voilà, l'encoche. Et de la cheville, rayon R1 et R2. Donc j'ai du R1 et R2 marqué là. Moi je vois pas les R1 et R2, mais la cheville ça doit être R1 et l'encoche ça doit être R2. Donc ok. Par les positions radiales de l'encoche. Bien avant que la cheville n'ait atteint l'entrée de la fourchette. Figure 51. Figure 51. Ah bah c'est là, R1, R2, bah voilà, non mais je suis pas sur les bonnes figures aussi. Je sais même pas ce qui se passe. Et ben on est en train de regarder comment fonctionne un mouvement mécanique de montre mécanique. On est dans le détail. Ok. Darwin l'encoche de la cheville et atteint l'entrée de la fourchette. Si la fourchette avait la forme simplifiée de la figure 52, ouais, ça c'est bon, parce que ça je l'ai compris ce truc là, donc je vais passer outre. Les cornes de la fourchette n'ont pas la forme particulière connue, voilà. Donc ça c'est ce qui montrait le fait de faire ces formes un peu arrondies, bien plus souples, permettent que ça se bloque pas bêtement. En venant buter sur la cheville, ils empêchent le dard de s'engager accidentellement dans l'encoche, pas de souci. Toutes les fonctions de l'échappement ont été étudiées ici, sans tenir compte des ébats et sûreté nécessaires. C'est quoi? Enfin, des ébats. Moi, j'ai pas la même notion de ce que c'est des ébats. Pour son bon fonctionnement, ils sont prévus avec soin lors du tracé de l'échappement. Leur relation pratique prend le nom d'achevage. Ok. Je présume que ébats et sûreté, je présume que c'est les jeux. Quand on est dans la mécanique, il y a le plan parfait écrit, et puis après, il y a réellement ce qu'on arrive à faire. C'est pas parce qu'on a inscrit 1 millimètre. On va réellement faire 1 millimètre. On fera jamais 1 millimètre. On fera 0,95 ou 1,03, mais on fera jamais 1 millimètre. Le balancier accomplit une oscillation. Lorsqu'étant parti d'une position extrême, il revient à la même position. Mouvement d'aller-retour. Ok. L'alternance est le mouvement d'un aller simple. Ok, donc une alternance, c'est une demi-oscillation. L'élongation est l'angle quelconque dont s'écarte le balancier de sa position de repos. Ok. Donc l'élongation maximum correspond du coup à un quart d'oscillation. Puisque une oscillation, c'est je pars de là, je fais comme ça, et j'ai fait mon oscillation. Donc si mon élongation maximum, bah, c'est un quart d'oscillation. Ouais, c'est ça. L'angle d'élongation maximum s'appelle l'amplitude. Ah bah voilà, donc notre élongation maximum, c'est notre amplitude. Waouh. Oui, normal. C'est cohérent. L'amplitude, quand on parle de l'amplitude d'un mouvement, ça veut dire que c'est la largeur d'un mouvement, c'est la distance maximum entre ces deux positions. Donc entre sa position de repos et son élongation maximum, on parle bien de son amplitude. Le cheminement et l'angle mesurant une alternance. Donc une alternance, c'est un aller simple. Mais est-ce que c'est un aller simple par rapport à une position de repos
Ou est-ce que c'est un aller simple? Non, comme c'est une demi-oscillation, ça veut dire qu'on est bien sur une double amplitude. Donc un cheminement, c'est une double amplitude. Bah oui, c'est marqué là. Double amplitude. 2 fois océan. Bien, ma logique rejoint les maths qui sont écrites. C'est parfait, ça veut dire que je comprends bien. La période et la durée en secondes d'une oscillation. La période et la durée en secondes d'une oscillation. Ouais, bah c'est vachement court. Voilà, 0,4 secondes, ok. La fréquence et le nombre d'oscillations continues en une seconde. Ça, c'est hyper important. Ça, si vous êtes fan de montres, retenez bien. La fréquence et le nombre d'oscillations comptées en une seconde, c'est un chiffre qu'on vous donne beaucoup, commercialement parlant, la fréquence d'un mouvement. Encore une fois, on parle de gens qui sont passionnés de montres, hein. Quand je dis on vous le donne beaucoup, pour les gens qui sont passionnés de montres. La fréquence, c'est souvent la caractéristique principale de votre mouvement. Plus votre fréquence est élevée, plus votre mouvement est précis. La fréquence est de 2,5 oscillations par seconde pour une période de 0,4 secondes. La période et la fréquence sont indépendantes de l'amplitude du balancier. Tout à fait. Puisque bah, l'amplitude, elle peut être très grande, mais si vous avez un matériau qui bouge très vite, bah, vous pouvez avoir une fréquence très élevée. Alors, alternance slash heure. Le système de balancier spirale est réglé pour une fréquence définie. On est bien d'accord. Vous comprenez, enfin, voilà, c'est des hertz, tout à fait, c'est des hertz. Alors, c'est des hertz, mais ça dépend à qui tu parles. Quand tu parles en quartz, clairement, on parle de hertz. Quand tu parles de mouvement mécanique, il se peut qu'on te parle d'oscillations par minute. À 24 000 oscillations par minute, par exemple. Ou 18 000, voilà. C'est des standards. 24, 18, c'est vraiment des choses qu'on voit. 18 000 étant moins qualitatif que 24 000. Mais bon, on va lire. Le système balancier spirale est réglé pour une fréquence définie. Normale, puisque vous avez calculé vos ratios. Vous savez, on a parlé de démultiplication sur les rouages tout à l'heure. Vous calculez vos ratios de démultiplication par rapport à la vitesse à laquelle vous allez vouloir que ça avance. Et cette vitesse d'avancée, pardon, elle va être définie par le nombre d'oscillations que vous faites, par votre fréquence. Donc tout votre mouvement, toute la régularité de votre mouvement est définie par votre balancier spirale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va le voir plus tard, mais on peut régler plus ou moins l'amplitude de notre balancier spirale, vous pouvez la régler sur une montre. Et c'est ce qui vous permet de régler quand votre montre avance ou retarde, et ben vous allez régler un petit peu votre système de balancier spirale pour ajuster son fonctionnement. Le nombre d'oscillations par heure est donc en fonction de la fréquence. Pour une fréquence de 2,5 oscillations par seconde, le nombre d'oscillations par heure sera de 3600 fois 2,5, 9000. 3600, hein, on se rappelle, c'est le nombre de secondes dans une heure. C'est un basique. 60 fois 60. 60 secondes par minute et 60 minutes par heure. Donc comme vous avez 2,5 oscillations par heure, pardon, comme vous avez 2,5 oscillations par seconde, si vous voulez le nombre par heure, bah vous faites x 3600 et vous avez le nombre d'oscillations que vous aurez par heure. Le nombre d'alternances, si on se rappelle la page d'avant, l'alternance c'est une demi-oscillation. Donc on fait x2. 18 000 alternances par heure. C'est ce nombre qui est le plus généralement employé pour les montres bracelet homme et les montres de poche. Ok. Ok. C'est marrant parce que 18 000 alternances par heure, j'imaginais que c'était énorme. Mais quand on le rappelle, le rapporte à 2,5 oscillations par seconde, ça fait pas tant que ça. La roue d'encre doit donc produire 18 000 impulsions par heure avec ses 15 dents. Comme chaque dent fournit 2 impulsions, il y a donc 2 fois 15, 30 impulsions par tour. Par tour. Ok, par tour de la roue d'échappement. La roue d'encre tournera donc à... Waouh, waouh, waouh. On reprend. Il y a 18 000 alternances par heure. Ok. On a 30 impulsions par tour de roue d'encre. Donc on sait que ça fait... Ok, d'accord. On fait que ça fait 30 impulsions par tour et qu'on a 18 000 alternances. Une alternance prenant 2 impulsions. Si on veut le nombre de tours qu'on fait par heure, il suffit de prendre le nombre d'alternances par heure divisé par le nombre d'impulsions. Et donc on a des alternances par heure qu'on divise, je fais un ratio d'unités, des alternances par heure qu'on divise par des impulsions par tour.
Sachant qu'on sait que 2 impulsions égale une alternance, donc les unités qui correspondent à alternance, impulsion, ça va nous donner donc des tours par heure. C'est ça? Perdu. J'ai des alternances par heure que je divise par des tours, par des impulsions par tour. Donc on va enlever alternance et impulsion, donc on aura heure par tour, tour par heure. Heure par tour. Ouais, c'est ça, ok. Waouh. Qu'est-ce qu'ils disent? Tour d'encre, 18 000 par 30, tours par heure. C'est ça, c'est ça. Encore une fois, putain, celui-là, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que c'est bon. Enfin, s'ils l'ont écrit, c'est que c'est bon. Enfin, ouais, si, si, si. Ok, c'est ça. C'est bizarre parce que du coup, en haut, on a des heures divisées par des tours. Oui, mais comme on a divisé après, on est sur une unité, donc c'est des tours par. Il reste que les heures, donc c'est ça, c'est des tours par heure. Ouais, c'est ça, ok. Donc une montre qui bat, une montre qui bat 18 000 alternances par heure et qui a une roue d'encre de 15 dents et qui possède une aiguille des secondes, nous pouvons maintenant écrire. Ah, ouais, il y a les rapports. Vitesse mobile de centre, 1 tour par heure. Normal. De seconde, 60 tours par heure. 600 pour l'échappement, tours par heure. Des rapports, ok. Bon, là, on est sur des maths. Et je présume que ça va nous donner ensuite les ratios qu'on doit avoir entre nos rouages. Les rapports de vitesse permettent d'écrire que... Bon, ça, je vais pas rentrer dans le détail. Le tableau ci-après indique 6 nombrages de dentures possibles pour les données de la montre. Alors ça, c'est hyper intéressant quand même parce que demain, si je veux modifier un mouvement qui fonctionne en 12 heures en affichage, si je veux le ralentir à 24 heures, ce qui peut se faire, hein. Aujourd'hui, si vous voulez vous créer une montre 24 heures, ce qui est quand même ma spécialité, c'est ce sur quoi je travaille. Je fais quelques montres 12 heures, mais ma grande passion, c'est les montres 24 heures, si vous vous rappelez de la Z-Event pour ceux qui étaient là. C'est une montre 24 heures, j'avais galéré à trouver un mouvement 24 heures, mais si je veux en faire un moi-même, avec ces calculs-là, je peux savoir combien de dents je dois mettre. De dentures possibles pour les données de la montre ci-dessus. Ok. Parce qu'on ne peut pas changer n'importe quoi en disant bah, simplement je double le nombre de dents sur ce rouage-là. Non, puisqu'il faut qu'on conserve une seconde qui fait bien des secondes. D'autres nombrages sont possibles. Tu doubles le nombre de dents sur une roue. Bah oui, mais justement, non. On ne peut pas doubler le nombre de dents sur une roue, tout simplement, puisque sur la roue sur laquelle tu vas le faire, tu vas fausser le calcul. Pour cette roue-là, ce sera merdique. Donc en fait, il faut garder une homogénéité de ce qu'on veut faire. Et surtout, si tu doubles le nombre de dents, il faut que mécaniquement, euh, ça puisse rentrer. C'est-à-dire que si tes roues, si tes engrenages sont plus fins, si ta dentelure est plus fine, bah, il est possible qu'elle n'arrive pas à attraper la dentelure de la roue d'en face, déjà. Ou alors tu augmentes son diamètre pour que la dentelure soit toujours identique, mais comme ton diamètre est plus grand, il faut que tu adaptes la dentelure en face, enfin le rouage en face, pour qu'il soit plus petit, parce qu'il faut avoir la connexion entre les deux. Mais s'il est plus petit, bah, il aura plus le même ratio. Donc sa dentelure, il faudra la changer. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que juste changer une taille de dent. Tu peux pas en changer une brutalement. Si tu en changes une, il faut changer les autres aussi. Et il faut trouver le ratio. C'est pour ça que je trouve ça hyper passionnant, parce que ça a l'air simple, et puis après, quand tu essayes de le faire, tu te rends compte que bah, en fait, c'est super compliqué, quoi. Le balancier. Alors, balancier, je me suis toujours demandé pourquoi il y avait ces petits picots, et j'aimerais bien qu'ils en parlent. Peut-être que c'est simplement pour le... Ah bah ils en parlent là. Voilà. Le Serge. C'est le Serge. Encore du Serge. J'aime beaucoup Serge. Bonjour Serge. Allez, on lit dans l'ordre. Le balancier reçoit ses impulsions de l'encre, c'est ce qu'on a vu avant. En retour, il donne la force nécessaire au dégagement des palettes. Voilà, c'est ce qui permet de faire monter les palettes et ensuite qu'elles soient poussées. Ces opérations successives exécutées dans un temps précis permettent l'échappement régulier des dents de la roue d'encre et la rotation du rouage à la vitesse voulue. Tout à fait. Le balancier pivote entre le pont de balancier, appelé coque, le pont de balancier, bah appelez-le le pont de balancier, c'est vrai que c'est plus rapide de l'appeler coque, mais vous êtes chiant là. Au début du manuel, ils appelaient ça le pont de balancier. Donc c'est le coq. Ok, on le saura. Pourquoi coq? Why not? On est français. Et la platine. Bon, la platine, on le sait, c'est le gros socle de base. Il est composé des pièces suivantes. L'axe de balancier, jusque ça aurait été bien qu'ils le mettent avant qu'on parle du balancier, quoi. Il y a plein de termes qu'on n'a pas eu, du coup, je pense. Il est composé des pièces suivantes. L'axe de balancier en acier traité avec des pivots de forme spéciale. Les pivots, on est d'accord, c'est les axes, hein.
Sur l'axe est arrivé le balancier annuaire, proprement dit. Waouh. Le balancier est un volant d'inertie, donc le but c'est juste d'avoir du poids, dont le pourtour appelé Serge est relié à l'axe par des bras. Ok. Il est en laiton, en acier au nickel, en nickel. Oh d'accord, il me donne tous les matériaux. Le pourtour de la serge. Ah, c'est pas un serge, c'est une serge. Ok. Est garni de vis en laiton qui sont en nombre pair, 14, 16, 18 opposés à eux, et qui servent à l'équilibrage du balancier. Comme quand on va changer un pneu, on nous fait l'équilibrage de la roue, et ben les roues servent à l'équilibrage du balancier. Ok. En fraisant celles qui sont situées dans la zone présentant du balourd, elles permettent également de faire varier si besoin le moment d'inertie du balancier. Alors, aujourd'hui, on est capable de faire des balanciers sans serge, enfin, sans vis. Hein. Vous en avez pas mal qui sont. On arrive à avoir une précision suffisante pour ne plus avoir ces vis. C'est que sur les anciennes montres que vous avez ce truc-là. Je ne savais pas à quoi ça servait, justement, je l'avais constaté. Mais on le sait. Est-ce que sur celle-ci, on en a? Faire un petite vérif en même temps qu'on parle. Là. Je crois qu'il y en a sur celle-là. Eh ben non, sur celle-ci, il n'y en a pas. Sur celle-ci, il n'y en a pas. Hop. Est-ce qu'on ferait pas une petite bascule pour que vous voyez de quoi je parle? Ça peut être bien. Hein. Là, oui. Sur celle-ci, on n'a pas de petit dent. Vous voyez le balancier. Hein. Je vais pas vous le montrer. Enfin, je vais pas toucher avec le doigt, mais vous le voyez. C'est évident. Mais on n'a pas les petites vis sur la serge. Voilà. Donc, pourtant, elle n'est pas jeune, hein, celle-là. C'était pas obligatoire de les avoir. Ensuite, le pourtour de la serge visse en laiton, gna gna gna, on l'a vu. L'énergie accumulée doit être suffisante pour assurer le dégagement de l'encre, évidemment. Ce qui, du coup, est une des causes principales de casse sur vos montres mécaniques. Si votre balancier n'a plus d'énergie suffisamment, bah, il est mort. T'as un nom spécifique, ces montres-là. Lesquelles? Celle que je t'ai montrée là, juste avant? Ça s'appelle une montre à gousset. Hein, mais c'est une très vieille montre à gousset parce que si tu regardes la façon de la remonter, c'est via une clé qui est dans le dos. Attends, faut que je te remette en plein écran parce que là, du coup, tu vois rien. C'est juste une montre à gousset. T'as une chaîne qui vient s'attacher à l'anneau, là, et ensuite, tu la mets dans ta poche. Avant les montres bracelets, tout le monde avait des montres à gousset. Gousset, G-O-U-2-S-E-T. Ensuite, l'axe supporte également sous le balancier un double plateau en laiton ajusté coniquement. Alors, il manque un truc hein, quand même sur cette pièce de balancier parce que là, en l'occurrence, il manque le ressort pour le moment. Donc, on va voir quand il le rajoute. Dans cette pièce, on distingue le grand plateau qui supporte la cheville d'un. Bah voilà, là on les a les mots qui nous manquaient. La cheville d'impulsion, ce genre de choses. Cheville d'encoche, ok. Cheville, encoche, très bien. Ça aurait été bien de le mettre avant. Je pense que cette page, elle est pas dans le bon ordre. Fait saillie, donc cette cheville en rubis gommée dans un trou du plateau fait saillie sous le grand plateau. Elle reçoit les impulsions de l'encre. Le petit plateau possède le petit plateau. Le petit plateau, c'est lequel le petit plateau? Double plateau, certes, bah, ça doit être le plus petit des deux. Hein. Le petit plateau possède une encoche si tu en regardes la cheville. C'est là, si vous vous rappelez, que passe le dard. Si tu en regardes la cheville, le moyeu relie les deux plateaux. Le moyeu. Bon, bah ça c'est de la mécanique. Sur votre voiture, vous avez des moyeux aussi. Hein. Alors, un petit schéma technique. Ça fait plaisir de voir ça. Petit schéma technique. Qu'est-ce qu'on a là? On a deux fonctionnements différents. Oh, le Breguet, il est plus simple. Qu'est-ce qu'on a là? Ça doit être notre encre. Avec le dard ici. Oui, c'est notre encre. Mais ça, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est là, ça? Ah bah c'est juste dans le coq. C'est l'encre qui est tenue dans le coq. Le pivot de l'encre, ok. C'est vachement bien maintenant qu'on a compris. Et là, c'est juste un détail en fait. Ils ont viré l'encre. Oui, c'est la même chose, mais ils ont viré l'encre. Non, c'est pas la même chose. En haut, ça change là. En bas, là, on est d'accord qu'on s'est débarrassé de l'encre pour simplifier le schéma.
Il y a un système anti-choc ici, d'accord. Là, c'est un spiral breguet, mais je sais pas. Bah, ils vont nous expliquer en dessous ce que c'est, hein, cette différence. Mais là, on a pas mal de choses. Hein. Je sais pas ce que c'est tout ça. Coqueret, ok, ça c'est vraiment pour fixer, je pense. C'est un spiral plat, une clé. J'ai aucune idée de ce que c'est. La goupille, je sais pas à quoi elle sert non plus. Je présume que ça va être expliqué juste après. Hein. Donc je vais me remettre dans le bon sens. Pour diminuer au maximum le pivot de cette pièce terminale du mouvement, ceux-ci ont une forme différente de celle des autres mobiles. Leur portée d'appui se fait par l'extrémité arrondie des pivots, en guidage en rotation. D'ailleurs, j'ai un petit peu, parce que normalement j'ai un bot qui devait annoncer le live sur le Discord de la chaîne, mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Leur portée d'appui se fait par l'extrémité arrondie des pivots. Le guidage en rotation est réalisé par une pierre percée, oui. Bombée, on sait encore ces pierres, elles vont recevoir un petit peu d'huile. Profil du trou est ici olivé. L'éba longitudinal, donc c'est le jeu, hein, l'éba, est limité par une pierre plane non percée, appelée pierre de contrôle pivot. Pourquoi non percée? Je présume que c'est sûrement pour l'anti-choc. Pierre... Non, non percée, au contraire, non percée. Donc, la pierre percée est chassée dans le coq. Le coq, on l'a vu, c'est le support de... C'est la platine. Enfin, c'est pas la grosse platine, c'est la petite. Ok. Le coq est placé dans le coq et dans la platine. Ça marche. 16-18. 16-18. Ok. C'est chaque côté. Là, entre les deux, il y a le balancier. La pierre de contre-pivot supérieur. La vache. Chassé dans le coqueret en laiton, vissé lui-même. Waouh, on se calme. Bon, c'est juste en gros, c'est le système de fixation. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Coqueret, etc. C'est comment on fixe tout le bordel. C'est la partie la plus technique, la plus sensible d'une montre mécanique. Et c'est compliqué. À chaque fois que je démonte ces parties-là, je galère. La pierre de contre-pivot inférieure est chassée dans une plaque de contre-pivot en laiton. Ouais, ok. Le bombé de la pierre est distant de 0,03 mm. Vous vous rendez compte des distances? Voilà pourquoi je galère quand je remonte des trucs. 0,03 mm. Vous serrez un tout petit peu trop fort votre vis, vous avez changé la distance. Là se constitue l'huilier du pivotement, effectivement. Les pivots de l'axe du balancier étant de très petit diamètre. 0, donc très petit, c'est 1/10 de millimètre. Juste avant, on vient de parler en centième de millimètre. Hein. Le balancier est relativement lourd, il arrive fréquemment que les pivots cassent sous l'effet des chocs extérieurs. Les montres possèdent souvent des systèmes anti-choc qui, par élasticité d'un ressort en bronze, amortissent efficacement les chocs accidentels. Des portées de l'axe limite... Quoi? J'ai pas compris la dernière phrase. Là. Des portées de l'axe limitent les efforts trop importants. Ok. Un ressort spiral qui n'est pas sollicité par des forces extérieures est en équilibre. Oui, ça c'est une définition. Hein. Si nous enroulons une des extrémités libres dans le sens normal d'enroulement, le moyen spiral diminue. Oui, là on est vraiment sur des définitions. La tension d'armage crée des forces. Ok, bon, c'est vraiment... Là c'est du basique. Hein. Il n'y a pas tellement de choses. Je vais aller manger moi après. Je vais finir ce chapitre-là, puis après je vais manger. On s'emploie alternativement les forces de désarmage, de sensement et de sens fluide sur le sort du spiral du barillet. La force motrice utilisée est celle du résultant du seul déroulement du ressort. Voilà. Mais ça, c'est tout ce qu'on s'est dit avant quand on expliquait un petit peu les mouvements. Là, je pense qu'on va avoir que des maths, les longueurs, gna gna gna, etc. Spirale de balancier, voilà. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il manquait le spiral là-dedans. C'était bien beau d'avoir cette roue, mais il n'y a pas d'énergie qui peut être donnée là. Donc au-dessus des bras du balancier, le spiral en acier spécial au nickel est relié. Et ça, c'est un acier qui doit être très, très élastique, mais qui ne doit pas perdre de sa force. Donc on visse effectivement. Ça c'est incroyablement difficile à faire. Hein. Moi, je ne suis pas capable de le faire, ça. Trop précis. La liaison d'extrémité du spiral, souvent c'est ce qui casse, hein, ce spiral. Au moyen de goupilles coniques en laiton qui coincent le spiral dans les trous de la virole et du piton. Waouh.
La raquette, voilà, la raquette, c'est ce sur quoi vous pouvez jouer pour régler votre montre. La raquette permet de faire varier la longueur active du spiral. Cette pièce en acier peut pivoter avec friction autour du coqueret. Sous la partie libre de la raquette, la clé et la goupille de la raquette emprisonnent librement en épaisseur la dernière spire du spiral. On peut tourner la clé avec un tournevis pour dégager le spiral. Voilà. Et là, on a un beau schéma. Ça, c'est les butées, clé, goupille. C'est ce qui vient tenir le spiral, ça. Voilà, c'est ça. Ici, on vient tenir le bout du spiral. Il doit être tenu à 2 endroits, et puis après, eh ben, il pivote, hein. Il tourne, et c'est l'inertie ensuite de cet axe-là qui le fait compresser ou décompresser. Et c'est cette alternance ensuite qui va faire bouger redonner des impulsions à notre... comment ça s'appelle? Notre... Bon, c'est quoi déjà cette pièce? Raquette? Fourche? J'ai un trou. Oh, j'ai un trou. C'est quoi déjà ça? Encre. Ah oui, encre. Alors, la longueur active VG du spiral est comprise entre le poids. Oui, bon, c'est des maths. En tournant la raquette à gauche ou à droite, on compresse ou on décompresse. On change la longueur active, donc ça permet de régler. Ça, je vais pas rentrer dans le détail là-dessus, c'est pas intéressant. Enfin, c'est basique. On s'en fout. On va voir si on parle. Dire que dextre, c'est droite, merci. En augmentant la longueur active, on diminue la force. Voilà, mais ça, c'est vraiment pour jouer sur la vitesse d'échappement, enfin, sur le nombre d'oscillations que vous voulez faire et régler du coup votre montre. Équilibre du système balancier spiral. La position d'équilibre du balancier spiral est telle que lorsque le spiral est lui-même au repos, l'encoche et la cheville du plateau du balancier se trouvent sur la ligne des centres. Très bien. Si on écarte le balancier de cette position, il arme le spiral dans le sens plus ou dans le sens moins. Tout à fait. Tout à fait. Et on va s'arrêter là. L'organe d'enregistrement, on ira après, puisque là, on a fait une bonne partie quand même. Je vais arrêter le stream parce que j'ai faim déjà. Et puis voilà, c'est déjà j'avoue que c'est fatigant. Il y a eu pas mal de choses dites, il va falloir les digérer. YouTube, je vais arrêter l'enregistrement ici pour vous. Et puis ben, merci à tous ceux qui sont venus. Alors, est-ce que j'ai encore mon petit stream de fin? Ma transition qui fonctionne, on va voir. Je crois que il faut que j'aille armer mon générique. Salut Trigos, t'arrives juste à la fin. Salut, salut. Mais écoute, le replay sera dispo si tu le souhaites. Ah oui, mais c'est normal. Streamlabs, hop. Mais bienvenue sur le chat. On a fait 22 pages ce matin. Et puis, bah, on va voir un peu dans les prochains lives la suite. Je suis juste en train de me loguer pour pouvoir voir les trucs de fin. Il y a 111 pages, hein, donc t'en fais pas, on a de quoi faire. On a de quoi faire. C'est pour ça que le bot avait pas fonctionné, j'avais pas revalidé sur Streamlabs. Ok. Voilà. Écoutez, dès que j'ai retrouvé mon petit générique de fin, pour remercier tous ceux qui ont participé sur le live, c'est important, je vous le mets. Mais j'aurais dû me faire un raccourci pour ça, parce qu'à chaque fois, je galère à le trouver. Voilà. Et ben, normalement, là, si je fais ça, ça devrait marcher. Voilà, on a les remerciements. Donc, merci à vous tous. Il y a eu pas mal de choses sur ce live, c'était cool. Attention, quoi, attention. Ah oui, attention, ça rigole pas. Et puis, bah écoutez, prochain live sûrement demain, même heure. On va être autour de 9h30, 10h si je suis pas en retard ce matin, et on fera la suite. Et puis bah voilà. Merci beaucoup encore Satouya. Merci à tous ceux qui apparaissent dans le petit générique. Ça fait très plaisir sur une reprise de voir ça. Donc merci à Satouya, à Sankirito, à Lilou, et doublement à Satouya qui s'est aussi abonné. Donc à une prochaine. Salut.